pas complètement les légumineuses pour l'alimentation animale dans le cas du bio qui se développe. Et là il y a une place quand même. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos interlocuteurs. Le développement quand même assez spectaculaire du bio, on est parti peut-être plus tard que d'autres en France, mais actuellement c'est vraiment... Alors je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Paris, il y a un magasin bio dans le quartier qui s'ouvre tous les 6 mois. Hein. Donc, tout le monde, les grandes surfaces, Carrefour, Leclerc et compagnie, Casino et autres, sont en train de s'y mettre très fortement au bio. Donc c'est qu'ils ont un marché, c'est que ces gens-là ont un marché. Donc je crois qu'il ne faut pas le négliger. Alors, moi, je ne vais pas faire de synthèse. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire là, dans la notion de déverrouillage, et ça intéresse aussi tout le monde ici. C'est du côté de la recherche appliquée. Hein, le CETIUM, enfin, je dis toujours le CETIUM, bon, a une place, un rôle à jouer. Alors là-dedans, évidemment, c'est une question aussi de répartition des moyens au niveau national. On ne change pas ça du jour au lendemain. Les secteurs qui bénéficient de plus de moyens sont réticents à les partager avec d'autres. Alors ça se fait assez lentement. Bon, il y a aussi d'autres perspectives. Et je pense que là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a une liaison avec les agriculteurs, avec les transformateurs, les coopératives, et c'est cet ensemble, c'est bien ce qui a été dit tout à l'heure, qui va faire avancer les choses. Hein. Il y a bien sûr la recherche fondamentale ou appliquée, et je pense, alors moi aussi, j'avais entendu récemment, Garcia Ascarat, notre collègue académique qui intervient assez souvent et qui nous dit que du côté de la Commission européenne, compte tenu qui est à l'écoute quand même de ce qui se passe un peu partout, les évolutions de la PAC vont aller dans le bon sens. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure, ce matin, c'était vrai, la remarque qui m'était faite en disant, ben oui, le plan protéines végétales du ministère de l'Agriculture a pratiquement ignoré l'alimentation humaine. Bon, c'est peut-être un peu dommage. Hein, donc, il y a ça. Moi, je pense aussi que le prix du carbone, qui est faible à l'heure actuelle, va prendre de l'importance, donc ce qui va rééquilibrer les choses hein, dans ce domaine-là. Il y a toute une série de pistes dans ce domaine-là, et moi, je suis assez content d'être venu ici pour en discuter avec vous. Et moi, je vais tout de suite passer la parole, je crois, à nos intervenants. Hein. Peut-être, je ne sais pas qui commence, c'est vous. Vous avez fait, vous, l'analyse de l'évolution des productions de légumineuses dans cette région, qui est spectaculaire quand même, là aussi, des dernières années. Alors, nous n'avons pas encore les résultats au niveau national de ce qu'ont donné les nouvelles mesures de surface d'intérêt écologique, le plan, on sait que, bon, pour ce qui est des légumineuses fourragères, c'est pas allé très vite, hein, c'est un peu évité, mais on aura d'autres éléments, je pense, au mois de février, au fin de l'année. Moi, je voudrais peut-être vous passer la parole pour, en premier peut-être, sur vous, les perspectives que vous voyez dans cette région. Alors, le problème est posé, c'est qu'il y a le soja et puis il y a les autres. Alors, les autres, bon, le pois chiche, certes, la lentille, bon, et il faut s'y retrouver dans cet ensemble. Alors, il faut faire des choix, souvent. Alors, effectivement, c'est plutôt une chance, justement, d'avoir cette diversité d'espèces. J'ai essayé de faire passer aussi, peut-être pas assez fortement ce matin, le message que toutes ces espèces, elles ont une complémentarité entre elles. Forcément, il y a des espèces qui sont plus ou moins adaptées à certains secteurs. Dans le sud-ouest, c'est une chance et c'est une force d'avoir le soja comme une légumineuse qui est relativement bien implantée, qui est relativement présente et que les agriculteurs aussi savent cultiver, parce qu'il y a un certain recul hein, sur cette culture. Ça, c'est un point fort, ce qui a permis une relance rapide et dynamique sur ces secteurs-là. Ce qui ne veut pas dire que le pois, la lentille, le pois chiche, etc. n'ont pas leur place. Comme j'en parlais ce matin, effectivement, le soja, c'est une plante qui a besoin d'eau, qui ne doit pas forcément être mise dans des contextes où ses besoins ne peuvent pas être satisfaits. Après, je pense que c'est revenu un petit peu en toile de fond toute la journée. Moi, j'ai pas envie
dire que c'est le soja contre les autres cultures, quoi. En France, le soja, il est loin d'être cultivé comme il est cultivé sur le continent américain. En termes environnementaux, il faut savoir que le soja tel qu'il est conduit en France et dans le sud-ouest, c'est une des cultures sur lesquelles on met le moins d'intrants, il y a très peu de maladies, il y a très peu de ravageurs, et puis finalement il y a très peu de choses homologuées à mettre dessus aussi, donc comme ça règle le problème. Par rapport à un pois ou à une févrole, pour ceux qui connaissent un peu l'itinéraire technique de ces cultures dans le sud-ouest, ce sont des cultures qui actuellement sont confrontées à des gros problèmes techniques et de gestion des maladies et des ravageurs qu'on n'a pas actuellement sur le soja. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage de s'interdire de travailler davantage sur cette culture qui finalement propose des alternatives rentables pour l'agriculteur et puis intéressantes au niveau environnemental. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et vraiment trouver la légumineuse la plus adaptée à son système et au service, justement, c'était dit tout à l'heure, et au service qu'on attend d'elle, quoi. Alors moi, je vais vous passer la parole, l'agriculteur, ou à vous peut-être aussi. L'interprofession. Où est-ce que vous en êtes dans les interprofessions moi je ne suis pas au niveau d'interprofession en tant que coopérative, mais simplement ce qu'on peut citer, c'est, je l'ai évoqué dans les perspectives, et tout à l'heure vous avez dit, il ne faut pas oublier le développement, par exemple, je parlerai plus facilement du soja pour l'alimentation animale. Donc effectivement là il y a un projet qui se lance. Moi j'y vois un certain espoir. Alors comment le soja, on a de la place, hein. À l'échelle de la coopérative, ça va faire 14 000 tonnes sur 1 million. Je veux dire, même sur nous, on triple et on va avoir un avantage parce qu'on va diversifier les assolements, on va effectivement répondre à l'utilisation de l'irrigation. Alors, effectivement, moi, j'y vois un avantage parce que peut-être que si on arrive à faire reconnaître l'intérêt, je fais du soja français, il y a des filières qui se décident, des filières avec, par exemple, Carrefour en lance, peut-être demain il y en aura d'autres. Donc on peut avoir un espoir d'utiliser ça dans du label ou dans autre chose et de monter progressivement. Alors après, ce vers quoi on ira en volume, je suis incapable de le dire, mais je trouve un intérêt dans cette partie-là. Donc l'Interpro aujourd'hui, moi j'y participe simplement sur la partie mise en place d'une filière soja française. Mais, pardon, juste à préciser qu'elle n'est pas destinée, cette filière-là, qu'à l'alimentation animale. Elle servira aussi à l'alimentation humaine, mais je dirais que c'est sur l'alimentation animale où elle a peut-être le plus de raison d'être pour créer cette notoriété. Oui, les interprofessions, enfin moi j'avais notre collègue Jamais qui avait beaucoup travaillé sur les interprofessions laitières et autres. L'interprofession, il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne peut pas donner. C'est d'abord un lieu d'échange et c'est ça l'interprofession. On échange, on discute, mais si on lui demande c'est plus, on a demandé à un moment donné de fixer des prix. Non, c'était vraiment pas son rôle. Elle va définir un cadre. Donc ça, oui, et voilà, elle peut définir, mais c'est d'abord un lieu où les gens se rencontrent et discutent. Moi, j'ai suivi fortement ce que faisaient les gens du comté, la convention judiciaire de comté. Tout le monde était là autour de la table et bon, il y avait un échange fructueux. Alors, un échange, j'allais dire, qui n'est pas à la française où on cogne sur l'autre, c'était chacun apporte sa contribution et on est gagnant-gagnant, quoi, en fait. Bon, moi, j'aurais peut-être notre agriculteur là-bas, parce que les agriculteurs qui se lancent dans ces cultures-là se sentent souvent un petit peu seuls. Là, il a sa coopérative pour l'épauler, mais moi j'aimerais bien qu'il nous dise un petit peu, il en a déjà parlé, où sont les leviers pour lui principaux pour progresser dans ce domaine-là, pour lui, mais peut-être aussi pour ses voisins, ceux qui le rejoindront qui le rejoignent dans cette démarche. Oui. Oui. Non, je dois excuser Christian Maguzou qui est allé vendanger. C'est l'époque aussi. Voilà. Donc, pour le producteur que l'on a vu ce matin, donc son objectif c'est de diversifier, vous l'avez bien compris, sur son exploitation, d'introduire de nouvelles cultures, et cela à moindre frais, notamment en termes de mécanisation, parce que lorsqu'on découvre une culture, on ne sait pas si on va produire pendant 2 ans, 3 ans, 15 ans, et lorsqu'on achète une machine, même d'occasion, il faut quand même avoir une perspective à 4 ou 5 ans.
Voilà. Donc ça fait partie de ses motivations. Pour répondre à monsieur, concernant les aspects progrès techniques, c'est principalement de par le contact avec le technicien spécialisé qu'il progresse, d'une part, et ensuite lors des réunions de groupes de producteurs, soit réunion en bout de parcelle, soit réunion bilan en fin de saison à la COP, pour voir où on se situe, où il se situe par rapport à ses collègues producteurs, pour savoir sur quel point il a un peu pêché, et donc là où il peut s'améliorer. Sinon, ce matin, on a essayé à tous les trois, donc Christian Laguzou et Gérard Semat, de vous montrer ou de vous démontrer que la construction d'une filière, c'est pas simple. Ça prend du temps, ça prend des moyens aussi, moyens de mécanisation, de structuration et tout ça. Et nos problèmes, c'est qu'on bute sur des aspects quelquefois techniques, par exemple les problématiques sanitaires, d'insectes ou autres, ou des problématiques toutes bêtes de stockage, de qualité de stockage, d'évoluer ou de garantie d'approvisionnement d'un an sur l'autre. Donc des problématiques qui peuvent paraître simples, mais qui nous compliquent sérieusement la vie. Mais on y arrive et on vit quand même une époque intéressante, parce qu'on sent qu'il se passe des choses dans la société, des orientations ou des réorientations qui sont quand même porteuses d'avenir. Donc à nous de saisir notre chance. Je ne sais pas quel point vous voulez aborder. Vous l'avez déjà abordé, mais il y a peut-être d'autres points. À la suite de la oui, disons que c'est après la journée, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Dans ce que vous avez entendu. C'est le côté indispensable des légumineuses en culture biologique. Hein. Voilà, donc on ne peut pas concevoir une exploitation bio sans une présence de légumineuses. Là, on l'a dit ce matin, hein, c'est une culture qui ne nécessite pas d'azote et qui fournit des reliquats à la culture suivante. Voilà, c'est ça. Et peut-être un petit avantage des légumes secs par rapport au soja ou par rapport à la févrole en bio. Bon, la févrole est une culture qui a un cycle, qui est le cycle d'une culture d'hiver. Le soja, le cycle d'une culture d'été. Et la lentille et le pois chiche, ce sont des cycles intermédiaires qui, pour un bio, permettent de casser un peu le cycle des adventices, positionner une lentille ou un pois chiche avec un semis de février-mars, on esquive les adventices, enfin on évite les adventices d'hiver et on positionne la culture avant l'arrivée des adventices d'été, de printemps. Voilà, donc ça aussi c'est un gros avantage pour le bio. Autre aussi avantage de la lentille, c'est une culture qui est de très petite taille et aujourd'hui on utilise de plus en plus en bio des eslimeuses. Ce sont des appareils qui coupent au-dessus de la végétation. Et là aussi, c'est très utilisé, de plus en plus utilisé. Et la lentille, grâce à cet outil tout simple, elle permet d'être relativement propre et d'être libérée des adventices en fin de cycle. Voilà. Et ça permet à nous, la coopérative, de récolter avec moins d'impuretés et de mieux travailler au silo. Ouais. Bon, moi, il y a une question, mais je crois qu'on ne répondra pas. Moi, j'étais persuadé que dans le nouveau contexte des programmes de développement rural qui est confié aux régions, les régions auraient un rôle important, mais on me dit que la région qui est en pleine restructuration, c'est vrai qu'elle est immense chez votre région, on n'a pas de présence de la région, c'est un peu dommage, mais parce que là, en accompagnement, les mesures nationales, il faut les décliner. Alors, surtout dans un pays comme la France, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas faire exactement la même chose que le Nord-Pas-de-Calais. Les Hauts-de-France, qu'on me dit maintenant, ou la Normandie, que je connais bien, ou même la Franche-Comté, c'est encore un autre cas de figure. Et il faut adapter les mesures d'accompagnement, parce que c'est de l'accompagnement, hein, ça ne suffit pas aux opérateurs. Et moi, j'espère que vous allez pouvoir, les uns et les autres, avec votre nouvelle région, obtenir un appui dans les mois qui viennent. Bon, je sais bien qu'il faut que tout se restructure. Bon, moi je termine, je te repasse la parole et en vous remerciant tous pour votre attention, mais je crois qu'il y a une petite discussion.